Bonjour tout le monde, bienvenue sur les ondes de CFAK. On te gère la nouvelle qui débute à l'instant. Salut Marco. Comment ça va Mathieu? Super bien et toi? Ça va bien, ben oui. Alors, on va commencer avec la fameuse tradition de la semaine. Alors, de par la fenêtre, nous pouvons regarder dehors la météo. Tout à fait, c'est ensoleillé aujourd'hui, ma foi. Les feuilles jaunissent de plus en plus. Ce qui offre vraiment une panoplie de couleurs. En fait, non, les arbres commencent pas mal à se dévêtir. Hein. Mais je pourrais dire que les feuilles de leur couleur jaune reflètent bien le soleil finalement. Donc c'est poétique. Oui, c'est poétique. Oui. Et donc, comme c'est une belle température, en tant qu'animateur de radio, on s'est permis d'ouvrir les fenêtres du studio. Une petite gâterie. Ah, t'as fait ça? Ah oui, j'ai fait ça. J'avais même pas remarqué. Ouais, mais j'étais un petit vite. Et puis, donc c'est ça. Et oui, je pense que là, on a fait le tour de la météo pour la journée. Dis-moi, Mathieu, est-ce que t'as passé une belle semaine de relâche? Oui, ça a été assez tranquille. Ah oui, tranquille pour toi? Oui. Ah bon, en tout cas, ça dépend de tous et chacun. J'espère que vous, les auditeurs, vous avez passé une belle semaine de relâche. On espère qu'elle vous a été relaxe autant que productive. Et puis retour de la relâche. Et toujours dans la même thématique, revue de presse hebdomadaire. Donc c'est passé des choses pendant la relâche, mais c'est sûr qu'aujourd'hui on va traiter quand même plus des nouvelles de ce qui se passe cette semaine. Alors, premier sujet, mon cher Mathieu, le parti Legault qui devient un parti finalement. Oui, c'est confirmé. Le parti de Legault s'appellera la Coalition pour l'avenir du Québec. Alors, la Coalition pour l'avenir du Québec de François Legault a déposé mardi sa demande officielle auprès du directeur général des élections du Québec pour se transformer en parti politique. Donc, ça faisait un certain temps qu'il en parlait. Et bien maintenant, c'est confirmé. OK. Il faudra tout au plus 2 semaines pour terminer les procédures administratives qui sont nécessaires à la reconnaissance du parti, qui gardera bien entendu son nom original, comme mentionné dans le titre. OK. Ah, mais c'est drôle parce que François Legault, je pense, peut-être il y a une semaine et demie, 2 semaines, il avait dit que probablement, j'avais lu ça dans le journal, que le nom du parti changerait en devenant un parti finalement, la coalition. Ah, mais faut pas se fier à la parole d'un politicien. Ouais, c'est très bien, Marco. Faut croire finalement qu'ils ont changé d'idée. Et puis, est-ce qu'il a officiellement présenté sa plateforme, Monsieur Legault, ou je sais que il débat, il parle un peu de ses idées là dans les médias, tout ça. Il lance des idées ici et là, mais en fait, je pense pas qu'il y ait un programme encore très bien développé. Mais en tout cas, il doit l'être, mais il est pas dévoilé encore, c'est ça l'affaire. OK. Ici, présentement, je suis sur le site du Devoir et je suis tombé sur un article, non pas la SAQ, la CAQ, on n'est pas dans le vin. Là. La CAQ intéresse déjà quelques députés. Entre autres, l'ex-péquiste Benoît Charette se déclare prêt à joindre le futur caucus. Donc, grand titre, je pourrais vous mettre le lien sur notre page Facebook. Je peux vous lire quelques lignes là, de l'article. Là. Je viens tout juste de l'ouvrir. Donc, l'ex-député péquiste Benoît Charette, qui siège comme indépendant depuis juin, est prêt à se joindre au futur caucus de la Coalition pour l'avenir du Québec de François Legault. Et le démissionnaire s'attend même à ce que les députés péquistes fassent de même l'an prochain. Donc là, c'est grand de dire ça. Là. Je pense dans le fond, ça va être un parti de péquistes avec un autre nom. En tout cas, des péquistes qui peut-être probablement ne sembleront plus croire en la souveraineté. Et puis, faut dire que en juin, on a eu la démission de là, faut pas que je me trompe dans les noms. Là. Louise Baudouin, Lisette Lapointe, Pierre Curzi, Jean-Martin Haussan, Benoît Charette. Et puis, je pense qu'il y en a eu, il y en a eu un autre ou 2 autres. Je me rappelle plus trop les noms là. Mais puis les 4 premiers là, dont je vous parle, il y avait 3 poids lourds, plus Jean-Martin Haussan qui est présentement en train de voir comment former un nouveau parti indépendantiste. Mais Benoît Charette avait démissionné pour des raisons tout autres que les 4 premiers. Donc, lui, il va vraiment rejoindre la CAQ. Et puis, donc c'est vraiment... en tout cas, c'est sûr que, c'est comme tu dis, Mathieu, si les péquistes qui n'ont plus la foi ou qui... ça peut être une alternative pour continuer en politique, sauf que, en tout cas, moi, je suis un petit peu mitigé par rapport à tout ça. Alors, je vais simplement vous rappeler que François Legault va officialiser la naissance de son parti le 14 novembre à Québec, et on dit que c'est 9 mois après avoir fondé la coalition. On parle déjà même d'une possible première candidature dans la circonscription de Bonaventure. C'est des rumeurs qui circulent. Parce que apparemment, Monsieur Charest, confiant en ses moyens, lui aurait dit
je vais le dire dans mes propres mots, lui aurait dit t'es pas game, envoie-les, shoot-les ton candidat, j'ai pas peur. Ouais, parce que en fait, le Bonaventure qui est situé en Gaspésie appartenait à Nathalie Normando qui a démissionné vers la fin de l'été. Oui. Et donc là c'est un poste qui est vacant là-bas et puis même qu'on avait parlé de peut-être comment dire enlever le siège de Bonaventure. Pourtant c'est une région éloignée donc c'est important qu'elle soit représentée à l'Assemblée nationale. Oui. Alors ça sera à suivre, un sujet à suivre. Et puis toujours un peu dans le domaine politique, on a eu cette semaine le congédiement de Monsieur Jacques Duchesneau, qui par ailleurs on voyait plus beaucoup dans les dernières semaines, on dirait qu'il avait disparu. Mais je vais pouvoir mettre ça en lumière avec vous parce que j'ai les informations avec moi. Alors Jacques Duchesneau, rappelons-le, qui était le directeur de l'unité permanente anticorruption. Non, c'est pas vrai. Qui était le directeur de l'unité anti-collusion. Et puis donc c'est ça, lui a été remercié par justement le directeur de l'unité permanente anticorruption l'UPAC par monsieur Robert Lafrenière et la raison était le manque de loyauté. Donc monsieur Duchesneau a vu son contrat manque de loyauté. Ouais, je vais t'expliquer ça en fait. Ouais, j'aurais besoin d'explications là-dessus. Donc monsieur Jacques Duchesneau qui dirigeait l'unité depuis février 2010. En fait, il a porté des commentaires devant les médias lors de la sortie de son rapport, à la suite de même en commission parlementaire. Bon, il a porté des commentaires qui ont déplu à l'UPAC, qui ont déplu au chef de l'UPAC, Robert Lafrenière. Et en fait, je vais citer, je l'ai ici avec moi. Donc, Monsieur Duchesneau a vraiment livré le fond de sa pensée sur l'organisme auquel il relevait. Et ça dit ceci: l'UPAC, c'est pas fort, il pense police. Il faut regarder le problème avec une lunette autre que policière et judiciaire. On oublie l'administratif et ce n'est pas un policier qui devrait être à la tête de l'UPAC, mais plutôt un juge à la retraite comme le juge Gomery. Ça sent, selon moi, le Jean Charest tout craché derrière cette histoire-là. Tu penses que oui. Jean Charest a toujours dit, ça prend des policiers dans cette histoire-là. Il faut laisser les policiers mener leur enquête. Il faut pas s'en mêler trop. Mais là, Monsieur Duchesneau arrive puis met en doute l'importance des policiers dans cette histoire-là. Et par hasard, il se fait mettre à la porte. D'après moi, ça doit être une tactique de... mais là, faut pas virer paranoïaque. Ouais, non, c'est sûr. Mais j'ai l'impression que si Monsieur Charest, passe par les policiers pour faire des enquêtes, c'est peut-être parce qu'il veut atténuer, il veut brouiller un peu aussi les pistes. Puis c'est très vrai, j'appuie ce que tu dis parce que, tu sais, dans le fond, Monsieur Duchesneau est arrivé en commission parlementaire puis a mis en lumière des problématiques qui... ont sans doute ébranlé le gouvernement libéral. Puis là, il essaye un peu de tasser les pions. Et là, c'est ça. On a la démission de Monsieur Duchesneau. Et la raison pour laquelle on le voyait plus depuis un petit bout de temps, en fait, c'est qu'il était parti en vacances. Et c'est des vacances qui étaient prévues depuis longtemps, qui étaient liées au mariage de son fils à l'étranger. Mais depuis son retour de vacances là, qui a eu lieu il y a à peu près peut-être 2 semaines et demie. Alors ses vacances finalement se rallongeaient. Il était au Québec, mais il était pas dans son milieu. Il faisait ça, il travaillait pas. Donc je pense que il a perçu le signe que son contrat allait être mené à terme. Et donc, pour vous le rappeler, M. Duchesneau, directeur de l'unité anticollusion du ministère des Transports du Québec, a pendant 18 mois œuvré avec une équipe d'enquêteurs pour analyser le processus de l'octroi des contrats du MTQ et a recueilli le témoignage de plus de 500 personnes. Est-ce que tu as des détails par rapport à qui prendra la place de M. Duchesneau? Moi, j'ai plutôt l'impression... j'ai pas de détails. Si quelqu'un prendra sa place, bien sûr. C'est ça. Je n'ai pas de détails. Mon impression sur le sujet, c'est qu'une fois le rapport remis, donc M. Duchesneau avait terminé son contrat. Et en fait, l'équipe de M. Duchesneau a été jointe à l'UPAC. Et pour ce qui est là, M. Duchesneau avait des projets. Dans les journaux, là, il avait annoncé que peut-être si Madame France Charbonneau, qui va analyser le dossier de la commission sur la construction, si Madame Charbonneau avait besoin de l'appui de M. Duchesneau dans sa démarche, il se joindrait à elle. Donc ça aussi, c'est une chose c'est une histoire qui est à suivre.
Toujours dans le même ordre d'idée, on va parler de la commission d'enquête sur la construction. Alors, on vous en parle pas longtemps, donc puisque dans le fond les développements se sont conclus là, vers la fin de la semaine de relâche, et donc lors d'un congrès du Parti libéral, le chef libéral Jean Charest on voyait ça dans les journaux, a fait volte-face avec une annonce de dernière minute. Alors la juge France Charbonneau finalement pourra obtenir le pouvoir de contraindre les personnes à témoigner devant la commission d'enquête. Et donc elle va dans le fond le gouvernement Charest lui a octroyé un peu plus de pouvoir dans sa commission. Donc en quelque sorte ça donne plus de poids à la commission. Mais ça passe toujours comme une commission un peu faite sur mesure, un peu bidon. Oui, c'est le mot, bidon. Oui, c'est ça. Et puis donc la commission n'aura tout de même pas le pouvoir de convoquer les témoins, et ni celui d'obtenir des documents qui soient confidentiels publics, et ne peut pas fournir l'immunité aux témoins. Donc vraiment il a rajouté quelques éléments pour nous fermer la trappe en espérant que ça fonctionne. C'est ça, de peut-être mettre un écran devant les yeux de la population, puis en même temps, faciliter peut-être le travail de Madame France Charbonneau, mais en tout cas, j'espère que c'est sûr que le gouvernement Charest s'est dit ouvert à d'autres propositions si Madame Charbonneau avait des problèmes là par rapport à son enquête. Probablement que le gouvernement libéral entendrait quand même ses propositions. Alors, on s'en va à une pause. Je vous envoie dans vos oreilles Renard Frac, Devenir scout. Ça me rappelle ton costume d'Halloween, Marco. Ben oui. Ça commence maintenant. De retour sur les ondes de CFAK. Vous écoutez toujours On Gère la Nouvelle. Et Mathieu, t'étais déguisé en quoi cet Halloween? En arbitre aveugle. En arbitre aveugle? Oui, je me cherchais un déguisement assez particulier. OK. Et j'ai finalement réussi. C'est efficace, un arbitre aveugle? Oui. Ouais, c'est plus une... Je sais pas si Lisandre à l'écoute, mais si elle écoute, elle va me disputer. J'arrêtais pas de lui dire que c'était une critique sociale. Et elle me disait le contraire. Parce que? Je disais, c'est une critique sociale. Je dénonce le fait que les arbitres ne s'ouvrent pas les yeux dans le sport. OK, oui, c'est une très bonne réflexion. Mais Lisandre me disait tout le temps que non, c'est pas vrai. Ah ouais, OK. Ouais, petite parenthèse. Ça serait un sujet à débattre dans une émission de débat, là. Finalement. Alors, on va revenir à la thématique principale de notre émission, qui est une revue de presse. Hein? Et puis, on poursuit cette merveilleuse revue de presse. Et je vous rappelle toujours de par la fenêtre, le beau temps qui rayonne dehors sur les feuilles jaunes de l'automne, qui commencent à se dessécher et tomber par terre. Oh, que c'est beau. Oui, alors je cesse de divaguer et je reviens de par la fenêtre à l'intérieur du studio, et pour vous parler d'une nouvelle plus actuelle, la crise au PQ. Alors, vous savez, on a passé les dernières semaines à parler de la commission d'enquête, à jurer sur la commission d'enquête, à critiquer cette commission d'enquête-là, et puis là, tout est réglé, la commission d'enquête va s'enclencher. Et on s'est dit on va trouver un autre bouc émissaire, et les médias se sont mis sur le cas en suspense qui était en suspens, qui était celui de Madame Marois. Alors toute cette introduction là pour vous dire que c'est la crise au PQ. J'ai tendance des fois à faire des parenthèses assez longues. Des parenthèses avec des crochets dedans, puis des virgules, puis des points-virgules. Et ça, les points-virgules là, je pourrais te dire là, c'est bon, Marco. C'est super efficace. Là. On va cesser de divaguer, voilà. Alors, des députés du Parti québécois souhaiteraient que la chef péquiste Pauline Marois quitte son poste. Et ça, c'est une nouvelle il y a en date du 27 octobre. Alors, le 27 octobre, la nouvelle est ressortie. Et à l'Assemblée nationale, ce même jour-là, à 20h, donc pendant près de 4 heures, les députés du PQ, le caucus, s'est rassemblé à l'Assemblée nationale avec Pauline Marois, et ils ont pu discuter des enjeux, tout ça, puis les raisons pourquoi Madame Marois finalement ça leur convenait pas. Donc c'est quoi les raisons, par curiosité? Oui. En fait, la principale raison, c'est que le PQ arrive pas à remonter dans les sondages.
Donc il y a certains députés, c'est pas tous les députés là, j'ai généralisé là, mais ça en fait ça tourne autour de 4-5 députés qui sont vraiment qui semblent être probablement plus frileux par rapport aux prochaines élections, qui puis il y en a d'autres aussi qui sont pas sûrs là, ils ont peur de pas être réélus. Donc les députés craignent pour leur emploi, donc ils veulent couper la tête de leur chef. Ouais, ben façon de parler. Ouais, c'est ça parce que puis c'est ce qui arrive régulièrement aussi au PQ. Donc il y a eu une suite là, je vous dirais depuis les années 2000 là, tu sais, c'est une suite de chefs qui prennent le flambeau, mais on dirait que le PQ arrive jamais à remonter un peu dans les sondages. Et puis là, bon, c'est ça. Et donc, certains députés sont inquiets en raison des sondages. Et bon, c'est sûr que Mme Marois disait que pour elle, un sondage, c'est plus une photographie de l'opinion publique. Alors, pour elle, c'est sûr que ça l'évolue. Elle prend pas. C'est sûr que tu diras pas autre chose que ça quand les sondages sont pas en ta faveur. S'ils sont en ta faveur, tu vas dire ah oui, les élections emmenez-les n'importe quand. Mais aussitôt qu'ils sont à l'opposé, qui disent que t'es bon dernier ou bon dernière. Tu vas te trouver des excuses. Ben c'est sûr que bon, c'est l'argument que Mme Marois a trouvé. Puis dans un sens, j'approuve cet argument-là parce que tu sais, je veux dire, quand l'opinion publique, un sondage, oui, moi j'ai l'impression que ça manipule l'opinion publique. Ça peut être vrai. Quand il y a un sondage de Léger Marketing qui sort dans le Journal de Montréal là, pendant les élections là, c'est dévastateur. Ça peut te changer là un vent là. Moi, en tout cas, je pense, j'ai juste à penser aux élections fédérales de 2000 dernier. La vague orange, tout le monde en parlait, finalement, ben, c'est bel et bien eux autres qui l'ont gagné. Mais il faudrait faire, tu sais, je sais pas si c'est des études qui sont sorties là-dessus, dans quelle mesure un sondage peut influencer sur l'opinion publique. Bref, c'est un autre sujet, là, mais, moi, mon opinion là-dessus, c'est que probablement, ça l'influe sur l'opinion publique. Ouais, c'est sûr. Qui c'est qui a envie de voter pour un parti de losers? Là, tu parles du PQ? Non, ben, je parle du... OK, là, je sens... C'était pas clair, je sens une allégeance politique. Okay, non, mais okay. Ce que je voulais dire, c'est le dernier parti dans la liste, dans les sondages, va tout le temps passer pour un parti de losers. Ah, oui, donc, oui, si tes amis te disent, hey, pour qui tu votes, toi, aux élections, tu vas pas dire, ben, tu sais, le parti en bas de la liste, là. Tu vas peut-être être plus discret. Mais j'entends souvent les gens dire, ah, ben là, ça va pas bien pour tel parti, je suis pas sûr, genre... Mais j'entends pas, je vais regarder souvent, ce que le monde dit, c'est ben il est bon dernier, ça sert à rien que je vote pour lui. Il va être bon dernier, mon vote sert à rien. Ou si bien voter pour quelqu'un en haut de la liste. C'est ça. Fait que donc c'est pour ça que M. Charest se ramasse tout le temps en tant que premier ministre. C'est ça. Ça l'influe sur l'opinion publique puis sur le vote. Donc c'est très, en tout cas moi je trouve ça un peu néfaste. Là. Mais inquiète-toi pas Mathieu, j'ai pas trop d'allégeance. J'essaye de pas avoir d'allégeance politique. Hein. Et la suite finalement. Hein, oui. Alors la suite, bon c'est que par la suite, dans le fond, Marois, Gilles Duceppe qui était au Bloc québécois le 2 mai dernier, est venu rejoindre Marois dans son combat. Et finalement, c'est un bon soutien pour Marois parce que là, il s'avère que elle pédale un peu dans le jus, elle là. Tu sais, il faut vraiment qu'elle assure qu'elle maintienne le parti. Et puis Duceppe a vraiment confiance en Mme Marois, a confiance en ses qualités de rassembleuse. Il peut pas dire le contraire, honnêtement. C'est quelqu'un qui partage les mêmes allégeances politiques que lui. Donc, il peut pas arriver puis dire, bonne à rien, je suis une cruche, t'es là dehors. C'est sûr. Mais je veux dire, je connais pas le fond de pensée. On connaît pas le fond de pensée de Gilles Duceppe. Sauf que, il aurait très bien pu refuser de se joindre à elle. Bon, parce que la vie politique pour lui, ça l'intéresse plus. Il a fait son temps, tout ça. Puis là, pourtant, il est revenu puis il a donné son soutien. Probablement, pour défendre la cause souverainiste parce que, Gilles Duceppe, il s'est toujours donné à 100% là-dedans. Mais donc il disait c'est ça, pouvoir de rassembler de Mme Marois qui dans les années 2000 ça allait pas très bien pour le Parti québécois. Alors quand elle est arrivée à la chefferie du Parti québécois, mais on s'entend qu'elle avait André Boisclair avant elle. Ouais, ben c'est ça, tu peux pas faire pire qu'André Boisclair, donc n'importe qui. Ça a été une suite de chefs qui finalement ont affaibli le PQ. Donc elle est arrivée, elle a rassemblé, elle était revenue chercher des députés finalement. Puis mais il s'avère qu'il y a toujours un problème. Et puis, la question que je me pose, est-ce que le problème réside dans le fait que, est-ce que c'est le PQ qu'il faut qu'il revoie sa plateforme, c'est le PQ qu'il faut qu'il revoie sa façon de penser, ou c'est vraiment l'image que dégage Pauline Marois
qui n'est pas bien reçu par les Québécois, qui fait en sorte que ça fait baisser le parti politique dans les sondages. Tu sais, c'est une question qu'il faut que ces gens-là se posent, là, dans le fond. Ouais. Donc, et puis, donc c'est ça. Et pour revenir à M. Duceppe, donc, a vanté Mme Marois, a dit, le PQ a sa raison d'être au Québec, c'est de défendre la souveraineté. Et puis là, après, par la suite, bon, quelques jours plus tard, Mme Marois, en fait, ça c'est très récent, là, Mme Marois a affirmé que l'ex-chef bloquiste pouvait choisir une place au sein de son parti. Elle l'accepterait. Elle l'accueillerait à bras grands ouverts, comme on dit. Ouais. Et puis donc ça fait une chose à suivre. Et puis tu sais, j'ai pas besoin de vous dire, je vais vous le dire, là, mais Gilles Duceppe, bon, ça a sorti dans les journaux aussi. Là, Gilles Duceppe là, pourrait peut-être prendre la place de Mme Marois. Fait que là, ça a fait chauffer d'autres planches, tu sais, juste pour dire un peu. Mais Duceppe n'a pas montré d'intérêt particulier à devenir chef du PQ. Ouais, ça, il le démontre pas. Mais ça veut pas dire qu'il a pas envie. Ouais, c'est ça. Il le démontre pas. Puis de toute façon, ça serait, s'il le faisait là, ça serait catastrophique pour le PQ. Ça serait de démolir carrément le leadership de Mme Marois. Puis le leadership qui est d'ailleurs présentement remis en cause, mais ça c'est ça. Tu sais, c'est je veux pas trop élaborer là-dessus parce que je pourrais vous en parler encore pendant 2 heures. Et puis on va faire une petite annonce. Je viens de voir ça. Ça vient d'être annoncé. Les membres de l'Âge et Flèche ont voté en faveur d'une grève pour une manifestation nationale le jeudi 10 novembre. Et je pense que le mercredi 9 novembre, c'est une journée de préparation. Est-ce que tu pourrais confirmer? Je peux pas confirmer. Parce OK. Bon, en tout cas, pour l'instant, chers auditeurs, on peut vous dire que le 10 novembre prochain, il n'y aura pas de cours à la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Sherbrooke. Et pour ce qui est du 9 novembre, ça reste à confirmer. Moi, on m'avait parlé qu'il y aurait probablement une journée de préparation à cette manifestation-là. Ça se pourrait, mais pour l'instant, tout ce qui a été annoncé, c'est la journée du jeudi 10 novembre. Et ne vous inquiétez pas, j'imagine que vous allez obtenir les renseignements via votre courriel USherbrooke. C'est par là que l'AGE Flèche distribue ces informations. On va enchaîner avec une nouvelle un peu plus mondiale, mais à la fois très locale. Je m'explique. Occupons nom de la ville. Donc, dans ce cas-ci, c'est Occupons Québec. Alors, les indignés de Québec se sont fait montrer la porte ou vont se faire montrer la porte très bientôt par le maire Labaume. Le maire de Québec demande aux quelques 50 manifestants du mouvement Occupons Québec de quitter de leur plein gré la place de l'Université du Québec dans le quartier Saint-Roch où ils sont établis depuis 12 jours. OK. Et puis, est-ce qu'il y a une raison particulière? Oui. Alors, la ville invoque des raisons de sécurité pour justifier cette décision. On parle ici du service de protection contre l'incendie qui a dû intervenir mardi à cause d'un début d'incendie. Est-ce qu'il y avait des équipements dangereux sur le site? Probablement que c'est des équipements, des installations broches à foin. Donc, les risques d'incendie étaient très élevés. Donc, pour la sécurité, la ville a demandé aux manifestants de quitter. Ah bon. Il me semble que j'ai lu ça il y a quelques semaines que M. Labaume approuvait ce mouvement-là. Ou c'est peut-être M. c'est-tu le maire de Montréal qui approuvait ou c'est Labaume? Ça se peut, le maire de Montréal approuve n'importe quoi. Donc. Okay. On sent une allégeance politique ici, là. J'habite pas à Montréal et je ne vais pas souvent à Montréal. OK. Bon, en tout cas, c'est une question peut-être à trouver, à rechercher. Alors, bon. Et puis, là, et puis ça va se faire d'ici quelques jours ou c'est mis en branle dès aujourd'hui? Ou? C'est pas mentionné. Ils ont demandé aux manifestants de sortir, mais il n'y a pas en tout cas dans l'article que je lis, il n'y a pas de date établie. Pas encore, en tout cas, parce que c'est une nouvelle qui est sortie ce matin, donc on peut s'attendre à des développements futurs. OK. Alors, on vous rappelle que les mouvements, en fait, Occupons slash la ville, là, entre crochets la ville, slash la ville. Slash la ville. Occupons, par exemple, Québec, Occupons Montréal, Occupons Sherbrooke, qui a eu lieu il y a pas probablement quelques semaines. Alors, ces mouvements-là qui s'effectuent aussi à travers le monde continuent de persévérer dans leurs convictions. Et puis là, bon, on sent que Québec tombe en espérant que Montréal va continuer et en espérant que cela aura un impact sur les gouvernements. Ouais, mais aussi bien arrêter tout de suite avant qu'il y ait des morts dans cette histoire-là. Pas à cause de la manifestation même, mais à cause des installations broches à foin en ce moment. Ben ça, je dis pas qu'ils sont toutes comme ça, mais peut-être qu'à New York, ils sont mieux organisés qu'à Québec. Parce que je l'ai lu dans le Devoir, là. À New York, bon, le système d'installation, c'est vraiment, c'est tous des gens qui
qui c'est pas, il y a pas d'organisateur défini, sauf que c'est tous des comités qui s'organisent là. Vraiment, il y a des campagnes qui sont très organisées. À Montréal, là, il paraît que c'est très bien cordé. Et puis, j'ai pas de la misère à croire que oui, il doit sûrement avoir des campements qui sont moins bien organisés. Là, mais... Je viens de trouver les détails qu'on cherchait. C'est mentionné ici que les manifestants devront quitter les lieux dans les prochaines heures, à défaut de quoi les policiers devront intervenir pour démanteler le campement. Oh, ouais. OK. Donc, okay. C'est sérieux. Et puis, tu parlais de mort tantôt, tout ça. On vous rappelle, chers auditeurs, que ce sont des mouvements non violents, donc morts qui ne seraient pas attribués. En tout cas, au Québec, on est non violent. Non, ce serait des morts attribués à un possible incendie à cause des installations broche à foin. Donc, c'est le sujet à suivre et j'espère que ce mouvement-là va rester dans la mémoire collective parce que c'est que le monde se soulève comme ça, les gens se soulèvent puis se regroupent puis fassent tout ça dans une solidarité, c'est pas des mouvements qui sont communs, donc dossier à suivre. Encore une fois. Oui, toujours encore une fois. On en a beaucoup de dossiers à suivre. Dossiers à suivre. Bon ben écoute, dossier là, c'est la première fois que j'en parle. Hein, écoute, la Grèce en difficulté financière. Alors en fait, j'ai lu la nouvelle ce matin et puis elle a changé ce matin avant 11h et puis au tournant de 11h30. La nouvelle a encore progressé, avancé. Et là, je vous introduis un peu la chose. Alors, en Grèce, présentement, bon, vous savez, la Grèce est en faillite. Le pays vit une période d'instabilité, d'austérité d'ailleurs, aussi. Et bon, la population, c'est pas beau à voir. Dans le fond, dans les rues de la Grèce, là, à Athènes, ça bouge beaucoup, ça brasse. Et puis, on en entend parler aux nouvelles depuis 3 semaines. Et Georges, et là je vais essayer de dire le nom sans me tromper, là. Papandréou. Alors Georges Papandréou. Ouais, c'est ça sent bien. Oui. Qui est le premier ministre grec, donc avait décidé hier de soumettre à un référendum le plan de sauvetage de son pays. Un plan de sauvetage qui a été établi qui a été proposé en fait par les pays européens, entre autres la France, l'Allemagne. Donc c'est un plan qui comprenait un effacement là, de 100 milliards d'euros, ce qui représente là pour nous en dollars là, 140 milliards de dollars américains. Alors c'est beaucoup d'argent. Et c'est une dette qui est détenue là par des banques privées. Là, c'est la dette du pays détenue par ces banques-là. Et donc c'est ça, c'est un prêt là. Ben en fait c'est une entente là que les pays européens auraient pu effacer cette dette-là, la Grèce, pour sauver l'euro, la zone euro. Donc parce que si la Grèce tombe en faillite, ça va ébranler la zone euro et ça va ébranler les premiers pays qui vont être ébranlés par ça va être l'Espagne puis l'Italie, les pays qui sont le plus près de ce pays-là. Et c'est dans le fond c'est relié là. C'est l'économie locale, puis là ça va après ça pourrait s'étendre, puis et donc c'est Georges Papandréou avait proposé un référendum et là il s'est désisté aujourd'hui. La nouvelle est toute fraîche. Alors le premier ministre grec a renoncé à convoquer un référendum sur le plan européen de sauvetage de la Grèce après avoir obtenu le soutien de principe du chef de file de l'opposition conservatrice à ces mesures. Donc, je sais pas comment est construit la politique grecque. Je sais que ça marche par groupe là, socialiste, conservateur là, de ce que je lis dans les articles de journal. Et puis donc c'est ça, il y a eu le feu vert là, de l'opposition conservatrice, l'appui en fait. Et là Monsieur Papandréou a estimé que les élections anticipées mèneraient probablement à la sortie de l'euro. Donc si la population votait non au référendum pour le plan de sauvetage, ça impliquait que probablement la Grèce allait devoir trouver d'autres alternatives. Et puis là, c'est des plans d'austérité ensuite avec d'autres plans d'austérité. Et puis donc ça fait beaucoup jaser. D'ailleurs, pour terminer avec le sujet, les grands dirigeants là, Monsieur Sarkozy et Madame Merkel, Allemagne et France là avaient fait un appel aussi aux pays émergents, bon la Chine, l'Inde, tout ça, pour venir en aide à la zone euro parce que forcément ça va, s'il y avait une chute, bon ça influencerait les marchés mondiaux. Alors, et puis là, ces pays-là ont rétorqué, on va attendre de voir comment votre plan de sauvetage peut aider la Grèce avant de nous intervenir. Donc,
finalement, bon, il y aura pas de référendum et puis c'est en espérant que la Grèce se portera mieux dans les prochaines semaines. Merci Marco. On s'en va en session musicale avec Benoît Archambault. Session musicale. Oui, j'ai essayé de trouver un synonyme. Session musicale avec Benoît Archambault avec la chanson Mission Commission. On se croirait à Espace Musée. Vous écoutez toujours On digère la nouvelle à CFAK 88.3 FM. Oui. Et c'est un, mon Dieu, choix musical encore très enrichi cette semaine. Hein? C'est très douteux, Marco. C'est très douteux. C'est moi qui je fais la liste des chansons qu'on passe et puis des fois ça donne des choses un peu aléatoires. Mais écoutez, c'est une revue de presse et comme c'est des nouvelles la semaine, bon, c'est pas tellement des découvertes, hein? Donc on peut se permettre une petite portion de découverte dans notre émission. Hein? Écoutez, et puis même nous, on peut des fois on s'avère être surpris de ce qu'on choisit parce qu'on écoute les pièces de façon partielle avant l'émission et en tout cas ben bref on est très heureux de vous faire explorer des champs musicaux variés. Prochaine nouvelle, alors on a en fait c'est paru dans la Tribune en fin de semaine passée. Les recherches médicales de l'UDS sont affectées par la grève de l'Université de Sherbrooke qui perdure depuis maintenant près de 10 semaines. Et donc, cette grève-là a des impacts catastrophiques et dramatiques, je cite, sur la recherche, témoignent des chercheurs de l'institution. Les laboratoires tournent au ralenti, les équipements sont dispendieux et en fait des équipements dispendieux dorment, il y a rien qui fonctionne parce que c'est des équipements qui sont érigés par les employés de soutien. Et des scientifiques qui sont sont forcés de se tourner les pouces. Alors c'est une problématique. Quand j'ai lu ça, j'ai été très très surpris parce que bon, c'est la recherche médicale. Il y a même dans l'article on parlait même d'une autre institution qui est de la recherche en physique. Et comme l'université de Sherbrooke est reconnue pour sa recherche en physique. Mais c'est ça. Donc les recherches médicales n'avancent pas bon train avec cette grève là. Et donc en fait moi dans un premier temps j'ai été étonné par cette nouvelle là parce que je pensais que la grève s'affectait beaucoup plus au campus principal qu'aux autres campus. Donc à Longueuil, je sais pas s'ils sont en grève à Longueuil, je sais pas comment ça fonctionne. Oui, je pense qu'ils sont en grève aussi. Ouais, OK. Oui. Je pensais pas que c'était à Fleurimont là au CHU dans le campus de la santé, je pensais pas que c'était aussi en dilemme là-bas là. Et donc c'est ça. Donc je prends l'exemple, les laboratoires en physique tournent au ralenti en raison de l'absence des employés de soutien. Donc c'est eux autres qui s'occupent du fonctionnement des équipements. Alors là, je cite Monsieur Taillefer, qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les matériaux quantiques, donc un chercheur dans le domaine de la physique. Il y a une certaine recherche qu'on peut faire, mais la recherche de pointe est au ralenti. Je ne dirais pas qu'elle est en péril, mais je dirais qu'on tourne à un débit 5 fois moins grand que d'habitude. C'est beaucoup. C'est énorme. Et donc et on a même dans l'article je pouvais lire là, de jeunes chercheurs à la maîtrise et au doctorat sont retardés. En fait, il y a des chercheurs qui viennent de partout du monde étudier à l'université de Sherbrooke, arrivent de France, arrivent de Toronto, des États-Unis, de pays, de villes importantes dans le monde. Et ces étudiants-là ils arrivent ici, sont prêts à étudier, sont prêts à produire leur thèse de doctorat pour devenir médecin. Et là, ils sont retardés à cause de cette grève-là. Et donc ça repose vraiment, ça retarde le dépôt de leur mémoire, de leur thèse. Et l'autre problématique, c'est que, et puis là, Mathieu, tu me diras ce que t'en penses, mais je crois que avec cette grève-là, que le campus de la santé se retrouve au ralenti comme ça met pas en péril la survie de la recherche, mais ça met plutôt en péril la compétitivité et la réputation de l'Université de Sherbrooke dans le domaine de la recherche. C'est clair que en nuisant ainsi aux recherches dans le domaine, l'université prend du retard par rapport aux autres universités, donc la compétition est moins féroce. Donc l'université est moins en mesure de compétitionner dans ce domaine-là en particulier. Parce que c'est sûr que l'Université de Sherbrooke est en compétition aussi. Tu sais, quand tu as un projet de recherche qui est attribué à une université, c'est que ça provient d'une instance au-dessus des universités. Et là, les universités entre elles sont en quelque sorte en compétition. Les professeurs sont ceux qui mènent les projets à terme. Et puis là, ces professeurs-là se retrouvent dans des situations
des situations-là à Sherbrooke où les recherches avancent beaucoup moins rapidement. Et puis là, ça fait en sorte que l'Université de Sherbrooke, sur le plan du développement scientifique, par rapport aux autres universités, elle perd un peu de sa notoriété finalement. Oui. Et pas juste dans le domaine des recherches. Ouais. Par rapport à sa notoriété en général, l'université. Combien de pertes d'inscription va-t-il y avoir pour la session d'hiver? Peut-être pas. Je sais pas, parce que tu peux pas vraiment commencer un diplôme à l'hiver. Je crois pas. En tout cas, c'est une information lancée comme ça. Ça dépend des programmes. Ça doit dépendre des programmes, en effet. Là, en parlant au sens large, tant sur le campus de la santé que sur le campus principal, cette grève-là affecte beaucoup. D'ailleurs, on peut le voir, on n'a même pas eu de porte ouverte. Donc, les étudiants qui, normalement, à chaque automne, viennent visiter l'université, n'ont pas eu de porte ouverte. Les portes ouvertes, c'est une façon de faire connaître l'université de Sherbrooke. Puis il n'y a aucun étudiant extérieur qui sont venus la visiter, mis à part ceux qui ont fait des démarches personnelles. Exactement. Donc, je connais une fille qui voulait s'inscrire justement pour la session d'hiver prochain. Et ou la session d'automne, je sais plus. Peu importe. Elle voulait s'inscrire, mais à cause du fait qu'il n'y a pas eu de porte ouverte et qu'il n'y en aura pas pour l'automne, mais elle est plus sûre qu'elle veut venir ici à Sherbrooke. C'est ça. C'est des rentrées de revenus. Ils vont aller voir ailleurs. C'est des revenus qui sont perdus. C'est la promotion de l'université. C'est complètement tombé à l'eau avec cette grève-là. Et c'est sûr que sur le plan marketing, là, l'université de Sherbrooke, là, ça va. C'est pas. Il y a du rattrapage à faire. C'est ça, exactement. Mais bon, on fait avec les moyens qu'on a. Tu sais, je veux dire, c'est les employés de l'université, les employés de soutien qui. C'est tout un partenariat ensemble. Tu sais, tout le monde travaille ensemble pour produire ces journées-là, en tout cas. Alors, j'espère que en fait, tout le monde commence à espérer que la grève va se régler bientôt. Et dans le meilleur des mondes, que les partis vont arriver à trouver un terrain d'entente pour que justement le campus principal reprenne ses activités, mais qu'aussi le campus de la santé puisse reprendre ses recherches scientifiques. C'est quand même un domaine très important à considérer. Oui. Alors, enchaînons avec la prochaine nouvelle. Plus locale cette fois-ci, on parle ici d'une nouvelle de Sherbrooke. Oh. Oui, ça devient intéressant. Et est-ce que ça a un lien avec l'Halloween? Oui, aussi. Donc ça devient encore plus intéressant. Mais t'es game ma curiosité. Alors on parle ici de voleurs de bonbons. Oh. Oui. Est-ce que Marco, toi, à 19 ans ou à 20 ans, je sais pas, quel âge as-tu, Marco? J'ai 20 ans. D'accord, Marco a 20 ans. Est-ce qu'à 20 ans, toutes ces dents. tu... Ok, joke, pas nécessaire. Est-ce qu'à 20 ans, Marco, tu t'attaquerais à des enfants pour voler leur sac de bonbons? Ben, je vais t'avouer franchement. Est-ce que ça t'est déjà venu à l'idée? J'ai pas des tendances à être violent, mais dans un non, je pense pas. Pour être sérieux, non. Non, le sac de bonbons, ça t'intéresse pas? Non, en fait, je peux facilement m'en procurer à l'épicerie. Oui, c'est vrai que c'est plus facile. Probablement que les 5 jeunes qui ont été arrêtés, ils voulaient pas aller à l'épicerie. Ah oui? Oui, on parle ici de 5 jeunes hommes âgés de 19 à 23 ans qui ont été arrêtés après avoir attaqué 2 jeunes filles. 2 jeunes filles, de 14 et 15 ans, pour leur voler des bonbons. Ça, c'est le soir de l'Halloween, le 31? Oui, le soir de l'Halloween. On parle ici de... Selon Martin Carrier du service de police de Sherbrooke, vers 20h lundi soir, 5 jeunes hommes déguisés ont été arrêtés après avoir attaqué les 2 adolescentes en question pour leur voler des bonbons. L'une d'elles a été bousculée lors du méfait. Dans un des cas, la jeune adolescente a été tirée par le bras et on lui a arraché de force son sac de bonbons. Alors, c'est assez grave. Est-ce que c'est précis dans quel secteur de Sherbrooke ça s'est produit? Oui, je l'ai pas loin ici. Excuse-moi. Je veux dire, c'est quoi l'intérêt pour des jeunes de notre âge de voler les bonbons? Je veux dire, l'Halloween, bon, moi j'ai pas fait la chasse aux bonbons, là. Mais je veux dire, si je la faisais, là, c'est le fun de faire la chasse aux bonbons, mais de là à aller en quelque sorte agresser des jeunes filles pour avoir des bonbons, je trouve ça un peu pathétique, là. Alors les 2 attaques sont survenues dans le quartier nord de Sherbrooke sur les rues Ontario et Beckett. Ah, ok. Eh ben, c'est étonnant. Finalement, c'est un quartier résidentiel, hein. Fait que, oui, c'est ça. Alors finalement, grâce à la vigilance d'une des victimes qui a pu mémoriser la plaque d'immatriculation du véhicule, les 5 individus ont pu être arrêtés par la suite et font face
à une peine de prison, peut-être. Ben là, c'est du vol. Il fallait qu'ils considèrent la portée de leur geste, puis j'imagine qu'ils l'ont pas fait et ils se trouvaient bien drôle. C'est ce que je trouve vraiment drôle dans cette histoire-là, c'est également le fait que, puisque c'était à l'Halloween, les jeunes étaient déguisés. Et tu sais que commettre un vol déguisé est une accusation de plus. T'es sérieux? Oui, je suis sérieux. Okay, je connaissais pas. C'est quoi, c'est une loi? C'est un chapitre de loi ou... Ils disent ici, ils seront également accusés de port de déguisement pour commettre un vol. Oh mon Dieu. Oui, c'est une vraie accusation. Donc, normalement, c'est peut-être les bandits qui se mettent quelque chose sur la face pour commettre un vol. Fait que ça veut dire que l'Halloween leur a donné une double accusation. Exactement. C'est ce que je trouve vraiment drôle. En tout cas, se sont mis dans une posture plutôt délicate. Alors, on enchaîne avec quoi, Marco? Alors, je te dirais, en fait, tu m'avais parlé tantôt d'une femme centenaire qui vivait un peu de façon insalubre. Oui, je t'arrive avec ça dans pas long. Déroule. Alors, oui, une centenaire de Saint-Eustache qui vivait dans des conditions de salubrité si exécrables que les experts qui ont nettoyé sa maison ont dû se munir de masques à gaz pour faire leur travail. Hey boy, OK. Oui. Alors, si t'avais imaginé la scène, Marco, tu penserais à quoi, là, exactement, dans sa maison? Comment tu la vois? Ben moi, je la vois, sur sa chaise berçante, en train de regarder la télévision et comme tout cliché, il y a des chats partout, probablement des excréments partout, de la litière et puis là je sais pas moi, des déchets alimentaires. Là mon imagination commence à être essoufflée. Oui. Mais je vais donner la réponse. En fait, ce qu'il y avait dans la maison, on dit que la dame vivait au milieu de ses excréments et de ceux de ses chats. C'est abominable. Ouais. OK. Je sais pas si elle avait un fétiche sur le caca, mais en tout cas. On dit ici que l'odeur était perceptible de la rue. T'imagines donc c'est tellement fort que ça sent à travers les murs, ça passe à travers les murs. Il devait-tu en avoir des pieds de marde dans cette maison-là? Ben oui, mon Dieu. Si tu précises que le nombre de chats qu'elle avait chez elle? Non, malheureusement. Okay. Donc j'imagine que le journaliste a voulu choisir comme angle la marde au lieu des chats. Ça va être... en fait, cette dame-là elle pourrait faire face aussi à peut-être une accusation de maltraitance des animaux parce que c'est arrivé dans plusieurs dossiers que souvent les policiers arrivent dans des maisons. Puis là, c'est tellement abominable comme endroit, comme insalubrité, que même il y a des animaux qui étaient en très mauvais état. Donc, en tout cas, j'espère là, que c'est une centenaire qui vit là-dedans. La madame, elle a 100 ans, puis elle arrive à vivre dans un chaos de ce genre-là. J'y crois pas, sérieusement. Là. C'est vrai que c'est assez bizarre parce que les gens de 100 ans parviennent à vivre dans des conditions de même, alors que du monde de 80 ans et moins vont vivre dans des conditions mieux, mais vont mourir plus jeunes. En tout cas, c'est pas tout le monde qui a la même chance, mais elle, je trouve que elle étire pas mal ses chances. Oui. On s'en va en pause musicale avec Jean-Hugues Labrec et la chanson Bulletin de nouvelles. Oh Marco, tu as très bien choisi le titre. C'est thématique. On vous revient avec le dessert après la pause. Parfait. De retour sur les ondes de CFAK. Marco. Mathieu. Marco. Comment ça va? C'est l'heure du dessert, Marco. Ben oui, écoute. J'ai le ventre qui gargouille encore de mon dîner. Écoute, aujourd'hui, t'as pu nous offrir, on a pu vous offrir un pâté chinois de nouvelles, mais là, on est rendu probablement au dessert de notre émission. Et pour encore un bon 5 minutes, on va pouvoir lire des nouvelles insolites, mon cher Mathieu. Oui, on commence ici avec une nouvelle insolite, c'est le cas de le dire. Quelqu'un qui cachait une arme dans sa prothèse. Un Australien hospitalisé fait face à des accusations après avoir été trouvé en possession d'une arme de poing dans sa prothèse de jambe. OK. Oui. Une arme de pointe dans sa prothèse de jambe. Oui. C'est une arme de pointe, j'imagine que c'est assez volumineux. Une arme de poing, j'imagine que c'est plus un petit revolver. De poing. OK, j'ai compris le point. Excuse-moi. Okay. Alors, les policiers ont reçu un appel d'un hôpital de Sydney lundi après qu'un médecin eut repéré l'arme à feu, a indiqué la police. L'homme de 66 ans s'est retrouvé à l'hôpital parce qu'on a dû lui amputer l'autre jambe en raison de son état de santé. Oh God. Donc, d'un bon côté, l'homme va pouvoir mettre une autre arme dans son autre jambe. Faut voir le bon côté des choses. Ben oui, mon Dieu.
Ouais, peut-être que plus tard, il va se faire amputer les bras aussi pour pouvoir cacher d'autres armes, là. Mais sais-tu, je parlais pas trop devant le micro. J'ai vu le film Planète Terreur de Rodriguez. Ouais. La fille, elle se fait amputer une jambe à un moment donné pendant le film. Puis à la place de la jambe à un moment donné, oui, j'ai vu mettre ça. un AK-47 ou un gun. Puis c'est peut-être le fantasme de cet homme. Ouais, ne sait-on pas. Ne sait-on pas. On enchaîne ici avec une nouvelle assez insolite, ma foi. De la lingerie royale pour 12 000 $. Oh! Oui. Est-ce que toi, t'as un fantasme sur la reine Victoria, Marco? Je sais que son règne a été très long, Plus mais ou moins, j'ai pas la foi, non, je me suis pas, non, pas tant. Alors, des bobettes en soie de taille extra large, et je veux vraiment dire extra large, parce que j'ai vu les photos et c'est extra large. Est-ce que toi, t'as des fantasmes sur les bobettes de Non, reine, malheureusement. non? Alors, des bobettes appartenant à la reine Victoria ont été vendues aux enchères mardi à Édimbourg, au Royaume-Uni. L'heureux propriétaire a déboursé un peu plus de 12 000 $ pour acquérir le sous-vêtement historique. Ah ouais. Oui, c'est peut-être dans ce sous-vêtement-là que la reine a fait le prince ou je ne sais. Ouais. C'est tout pour cette nouvelle. Moi, non, mais sérieusement, je serais pas enclin à acheter une bobette, là, tu sais, je sais pas. Surtout pour 12 000 $. La reine, là, on va dire les vraies affaires, la reine a pété dedans, puis t'achètes une bobette à 12 000 $, là. Surtout avec les moyens de lavage de l'époque. Je suis sûr que Lady Gaga vendrait même pas ses bobettes. Je veux dire, je vois pas l'utilité, sincèrement. Là. Je te mets au défi d'aller voir sur eBay. Ouais, ok. Je suis sûr que tu peux trouver quelque chose. Ouais, surtout que Lady Gaga est assez extravagante. Des fois. Alors on se déplace au Cambodge pour la prochaine nouvelle. Pénurie de rats dans les assiettes vietnamiennes. Je vous explique le lien entre le Cambodge et le Vietnam. Alors, les inondations au Cambodge affectent les habitudes culinaires de certains Vietnamiens qui ont du mal à se procurer un mets dont ils sont friands, la viande de rat. Un grand nombre de ces petits rongeurs ont en effet été noyés à la suite de la montée des eaux, réduisant ainsi la disponibilité de la ressource, a indiqué le premier ministre cambodgien Hun Sen. C'est très étonnant parce que nous autres, les rats, on a horreur de ça, hein, en Occident. C'est vraiment... je suis étonné. Oui, puis imagine-toi que c'est pas une petite culture pour le Cambodge. C'est vraiment une culture de monstres. Ils exportent annuellement près de 17 tonnes de rats. Seulement vers le Vietnam. Ça en fait du rat, ça, là. 17 tonnes de rats. Je serais curieux de savoir combien pèse un rat. Comme ça, tu pourrais calculer le nombre de rats qui sont exportés chaque année de ce pays-là. Ouais. Mais je me demande si on serait capable de trouver une recette sur Internet avec des rats dedans. Probablement. Alors, mon cher Mathieu, cette semaine, une petite portion de nouvelles insolites. Disons qu'on avait beaucoup de nouvelles à vous partager, chers auditeurs. Et bon, pour la semaine prochaine, on vous retrouve à la même heure, même poste, et on vous espère fidèles à nos belles voix. Oui. Et on espère que la météo restera aussi belle, puisque l'hiver s'en vient à grands pas. Et Marco adore parler de météo, croyez-moi. C'est tellement divertissant. Alors, bonne semaine, les chers auditeurs. N'oubliez pas de nous visiter sur notre page Facebook. D'ici là, on se dit à la semaine prochaine. Salut bien. Salut bien.